Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de faire cette vidéo, tout simplement parce que c'est une revue de livres. Enfin, la dernière que j'avais faite, c'était il y a plus d'1 an et ça me manquait tellement. C'est des vidéos que j'adore faire sur cette chaîne. D'ailleurs, j'ai fait une playlist avec toutes les vidéos de ma chaîne qui sont des revues, des résumés de mes différentes lectures sur ces dernières années. Donc si ça t'intéresse, je te laisserai le lien dans la description. Donc oui, ça faisait 1 an que je n'avais pas fait ce genre de vidéo, tout simplement parce qu'en fait, je ne lisais pas non plus. Tout court. Alors je lisais notamment pour mes études parce que pour les personnes qui viennent d'arriver, jusqu'à il y a quelques mois j'étais encore étudiante à l'université de Genève. J'ai eu un bachelor en sociologie et ensuite je suis rentrée dans un master que j'ai arrêté quelques mois après, genre 2-3 mois après la rentrée. Donc ça fait plusieurs années que je lis beaucoup pour mes cours. J'aime beaucoup ce que je lis parce que c'est une discipline à la base moi qui me passionne, la sociologie, donc j'ai adoré en fait lire des trucs universitaires et tout, des études scientifiques, des études de cas, machin, ou juste des ouvrages sociologiques, donc des vrais livres en fait, qui peuvent être lus aussi pour le plaisir. D'ailleurs, moi c'est mes livres préférés la plupart du temps. Mais pendant un moment j'ai pas lu du tout parce que à cause de la pression que j'avais dans les études et que je vivais mal en fait mon parcours scolaire tout simplement, ça j'en ai parlé dans cette vidéo-ci qui explique pourquoi j'ai arrêté mes études. Justement je pense qu'à cause de tout ça j'ai perdu le goût de la lecture, j'arrive plus à me poser et à prendre un livre et me dire vas-y pour le plaisir, pour te nourrir le cerveau machin, genre même le soir alors que d'habitude c'est quelque chose que j'aime bien faire avant d'aller me coucher, même là en fait ça m'angoisse, bref. Donc je crois que c'est juste que j'ai développé un genre de rejet un peu parce que j'associe trop ça à la souffrance de l'université, alors qu'à la base c'est quelque chose que j'adore faire. Pour être tout à fait honnête, j'avais pas du tout prévu de me remettre activement à lire, ou en tout cas d'essayer de recréer cette habitude dans mon quotidien. Et ça a été le cas finalement parce que j'ai été contactée par Nextory, qui est une application de e-book et de livres audio, je vais préciser ça juste après. J'ai donc été contactée par cette application et je me suis dit que c'était un bon prétexte pour voir si j'arrivais à reprendre goût à la lecture, sachant que je crois que ce qui m'angoissait un peu dans... le pourquoi j'avais du mal à m'y remettre, c'est le fait de vraiment avoir genre un objet livre devant moi, de me poser et d'avoir la sensation d'être à la bibliothèque pour finir un devoir de l'uni, alors que en fait là c'est censé être juste pour le plaisir et pour moi. Et je me suis dit bon vu que c'est une application, donc c'est sur le téléphone, peut-être que gentiment je vais réussir à me remettre à lire en ayant la sensation de pas le faire. Alors que finalement si, que tu scrolles toute la journée sur ton téléphone des applications ou que tu lises un e-book, dans tous les cas tu lis. Tu lis pas les mêmes contenus mais tu lis. Donc je me suis dit ok, on va faire une petite entourloupe à mon cerveau, on va recommencer à lire à travers un téléphone pour voir si ça marche mieux. Peut-être que j'aurai la sensation de lire un thread Twitter ou un article Mediapart. Cette vidéo est donc sponsorisée par l'application Nextory que je vais te présenter maintenant si tu ne la connais pas déjà. J'ai eu l'occasion de la tester pendant plusieurs semaines avant de faire cette vidéo et je peux te le dire avec toute la sincérité du monde que ça a marché. J'ai aimé utiliser l'appli et je pense effectivement que je suis en train de reprendre goût au fait de lire tous les jours. Et franchement bravo parce que c'était pas gagné vu l'état d'esprit dans lequel j'étais et vu d'où je pars, parce que comme je l'ai dit, j'étais partie pour ne pas toucher un bouquin avant très longtemps et donc ça tombait très bien. Nextory c'est donc un des premiers services en Europe de livres audio et d'e-book qui propose une immense palette de choix. Je crois que c'est genre 250 000 ouvrages de disponibles sur l'appli. C'est en France la seule application de ce type qui propose tous les formats de lecture, donc livres audio, e-book, BD, séries audio exclusive, podcast, magazine, presse, enfin bref, la liste est longue. Et donc, grâce à un abonnement mensuel et une interface excessivement simple d'utilisation, on a accès donc à plusieurs milliers d'ouvrages dans un tas de langues différentes qui viennent du monde entier. Si ton truc c'est plus les livres audio et pas les e-books, enfin en gros que tu préfères les écouter, sache que l'abonnement mensuel te permet d'avoir 15 heures d'écoute à disposition par mois, ce qui équivaut à peu près à 2 livres, 15 heures. Là, je viens de m'écouter Le consentement de Vanessa Springora et du coup Cher connard de Virginie Despentes et j'ai pas fini les 15 heures d'écoute mensuelle. Donc je pourrais encore écouter si je veux. Par contre, en ce qui concerne les e-books, ça c'est illimité, tu peux lire autant de livres que tu veux par écrit, ça marche très bien. J'ai beaucoup aimé utiliser cette application, je sens qu'il y a une envie de rendre la lecture plus accessible, de démocratiser en fait cette activité et moi, dès que ça va dans ce sens-là, ça me parle. Il y a tous les genres qui sont disponibles sur l'appli, que ce soit des romances, des thrillers, de la science-fiction, de l'actualité, des recettes, des guides de voyage, peu importe. Si t'aimes bien mes vidéos lecture, je pense qu'il y a grand moyen que tu trouves ton bonheur sur cette application. D'ailleurs, si tu veux la tester, tu peux le faire gratuitement et sans engagement pendant
45 jours grâce au lien d'affiliation qui m'a été attribué, que tu trouveras dans la description avec toutes les explications si tu as envie d'aller fouiner un petit peu. Oui, ça me fait toujours bizarre de dire ça parce que les vrais savent. Bref, ceci étant dit, rentrons donc dans le vif du sujet. Cher connard, c'est donc un roman de fiction écrit par Virginie Despentes. J'ai déjà parlé de cette autrice sur ma chaîne, mais je crois que j'ai jamais fait de revue de ses livres. J'ai lu dans le passé Baise-moi, King Kong Theory. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre de Virginie Despentes? J'ai pas lu Vernon Subutex, mais maintenant j'ai envie de le faire vu que je suis à nouveau dans ma frénésie de lire. Donc je vais aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. Il paraît que c'est vraiment une très bonne trilogie. Bref, tout ça pour dire que Virginie Despentes, c'est une personne dont j'ai lu déjà beaucoup les écrits, j'ai beaucoup regardé ses interviews. C'est une figure féministe qui personnellement me parle beaucoup encore aujourd'hui. Elle me parlait déjà il y a plusieurs années et c'est toujours le cas maintenant. Pour les personnes qui ne la connaissent pas, il faut savoir qu'elle a un ton et une manière de communiquer qui est pas spécialement complaisante. Les gens souvent l'apprécient parce que justement sa plume est assez brutale, elle a un style assez trash, elle passe pas par quatre chemins, elle a tendance à être même vulgaire et du coup voilà, ça peut plaire ou déplaire selon ta sensibilité. Moi personnellement j'adore et je pense que comme pour beaucoup d'autres personnes qui regardent cette vidéo, Virginie Despentes a fait partie des personnes qui ont participé à mon éveil féministe, notamment avec King Kong Theory puisque c'est vraiment genre un ouvrage clé pour comprendre en fait le seum qu'ont les femmes dans cette société merdique et patriarcale, parce que oui, en fait, ça fait du bien de voir des gens qui écrivent des trucs sales et énervés et sans essayer d'être... comment dire? En fait, King Kong Theory, c'est un livre dans lequel elle essaye pas de plaire à personne et encore moins aux hommes, et ça fait du bien parce que quand toi t'es là englué dans la misogynie du quotidien, etc., et ben c'est hyper cathartique de voir quelqu'un qui écrit des trucs sur les femmes, pour les femmes, sans en avoir rien à faire de ce que peuvent penser les hommes qui tombent là-dessus. Franchement, c'est très libérateur et du coup, je pense que pour beaucoup de personnes, King Kong Theory a été vraiment genre salvateur. Je pèse mes mots, mais je pense que c'est le cas. Pour les gens qui n'ont pas lu ce bouquin, d'ailleurs, je sais que je suis censée parler de Cher Connard, mais je peux pas m'empêcher de parler de King Kong Theory, parce que bref, tu verras pour la suite de la vidéo, je vais revenir dessus. Mais c'est important que je parle de King Kong Theory, parce que pour les gens qui l'ont pas lu, faut savoir que c'est un texte dans lequel on parle ouvertement de la violence que des femmes peuvent exercer contre leurs agresseurs, contre leurs bourreaux. C'était déjà le cas dans Baise-moi, parce que Baise-moi c'est juste une histoire de violence de femmes en fait, genre des femmes violentes qui veulent se venger de la vie et qui vont retourner en fait ce qu'on leur fait contre leurs bourreaux. Mais ouais, du coup dans ces bouquins là, c'est vrai qu'elle transmet une énergie, un feu intérieur de révolte, de rébellion. Moi je sais que ce qui m'a marqué en fait dans ces premières lectures de Despentes, c'est vraiment que j'ai des extraits très clairs de ces textes qui m'ont appris que en tant que victime, j'étais pas obligée d'avoir une posture passive et une posture de subir les choses en fait, mais que je pouvais me rebeller, m'énerver, faire preuve de violence, frapper, me défendre, bref. Donc il y avait vraiment cette idée de t'es pas obligé de subir ça et vas-y go, genre va niquer des mères, enfin des pères du coup. Et c'est vrai que dans Cher Connard, donc on est plusieurs années plus tard, je crois qu'on peut parler même de bien 10 ans après. Attends, il est sorti quand King Kong Theory? Oh, en 2006! Waouh, ça va faire 20 ans. Bon, voilà, c'est normal, ça date. Genre, la Go, elle écrit depuis des décennies, c'est normal qu'en fait, le contenu de ses bouquins ait changé. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui, en lisant Cher Connard, en plus, vu le titre, franchement, voilà, ça annonce un peu la couleur. Je comprends qu'il y a des gens, en lisant Cher Connard, qui allaient chercher à nouveau ça. C'est-à-dire chercher à... Voilà, qu'on alimente le feu de l'énervement. Ce truc, justement, de vouloir se révolter, de vider son sac et puis se sentir mieux après. Ben non, parce qu'en fait, Cher Connard, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. En gros, il y a 3 personnages de fiction qui communiquent entre eux comme par courrier, en fait, du coup c'est un style épistolaire, alors je suis pas littéraire et tout, mais je sais que ça s'appelle comme ça. Qui sont ces inconnus? Il y a Oscar Jayac, un écrivain déchu et qui part à la dérive parce qu'il a été MeTooisé, donc en gros il a été juste call-out en ligne avec le hashtag MeToo et accusé du coup de harcèlement sexuel et je crois même d'agression, je suis pas sûre, je m'en souviens pas. Mais en gros, il a été dénoncé publiquement par son ancienne attachée de presse, Zoé Katana, une jeune femme qui est aussi blogueuse et féministe et qui du coup a perdu son travail à cause de lui. Et le 3e personnage, c'est Rebecca, je sais plus son nom de famille, mais en gros c'est une actrice qui a passé la 50aine, je crois, qui échange du coup avec Oscar dès le début du roman. En gros, l'histoire elle commence comme ça.
Oscar, il publie sur son compte Insta un texte horrible sur Rebecca, classique des incels misogynes d'internet, bref. En gros, ce qu'il dit, c'est que voilà, cette fameuse Rebecca, machin féministe, elle est en train de dépérir, elle devient moche, elle est grosse, elle est ci, elle est ça, bref. Et en gros, il dit de la merde sur elle et il publie ça sur son compte. Elle le voit et elle va lui répondre la chose suivante, ça annonce la couleur du livre. Cher connard, j'ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un pigeon qui m'aurait chié sur l'épaule en passant. C'est salissant et très désagréable. Ouin ouin ouin, je suis une petite baltringue qui n'intéresse personne et je couine comme un chihuahua parce que je rêve qu'on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux, tu l'as eu ton quart d'heure de gloire. La preuve, je t'écris. Je suis sûre que tu as des enfants. Un mec comme toi, ça se reproduit. Imagine que la lignée s'arrête. Les gens, j'ai remarqué, plus vous êtes cons et sinistrement inutiles, plus vous vous sentez obligé de continuer la lignée. Donc j'espère que tes enfants crèveront écrasés sous un camion et que tu les regarderas agoniser sans rien pouvoir faire et que leurs yeux gicleront de leurs orbites et que leurs cris de douleur te hanteront chaque soir. Ça, c'est tout le bien que je te souhaite et laisse Biggie tranquille, bouffon. Oui, parce qu'en fait, le gars, dans son post initial, il disait qu'il écoutait Biggie. Bref, peu importe. Mais voilà, le livre, il commence comme ça, donc... Tu te dis, Virginie Despentes-Énervée, on adore ça, est-ce que c'est ça que je viens chercher, mon feu intérieur révolutionnaire? Eh ben pas tant que ça, parce qu'en fait, Rebecca commence son récit avec ce ton-là, en lui disant en gros, tu peux crever la bouche ouverte et tes enfants avec, j'en ai rien à foutre, tu es une merde misogyne, adieu. Et progressivement, au fur et à mesure de la lecture, en fait, va se tisser une amitié entre Oscar et Rebecca. Jusqu'au point où Rebecca, finalement, ne va plus du tout s'adresser à lui avec des termes aussi crus et méchants, même si elle garde sa plume non complaisante. Elle reste quand même assez brute, assez rêche avec lui, mais elle s'adoucit et elle lui veut moins de mal et elle commence même à lui donner des conseils et tout machin. Bref, donc en gros, c'est ça l'histoire. Et au fur et à mesure que Oscar et Rebecca échangent, on va avoir certaines interventions de Zoé Katana pour qu'on suive en fait, elle, l'évolution de ce qui lui arrive depuis le moment où elle a dénoncé Oscar. Au fur et à mesure de ces échanges, plusieurs thématiques vont ressurgir. J'en ai retenu 4. Principales. Donc la première, c'est juste le féminisme actuel, moderne, avec les réseaux sociaux, les médias, donc tout ce qui concerne le hashtag MeToo, les call-out en ligne, etc. Donc vraiment féminisme 2023 Internet. Ensuite, la deuxième thématique que j'ai retenue, c'est les addictions. Parce que les deux personnages, du coup, souffrent de diverses addictions et de polytoxicomanie, et ils vont longuement en parler, notamment en faisant référence aussi au groupe de parole anonyme, etc., à la consommation chez les jeunes, parce qu'en gros, Oscar, il a une fille, qu'en gros, sa fille, qui est une adolescente, se met à fumer du shit, et du coup, il se pose des questions sur sa consommation à elle, et sur la relation qu'il a avec elle, donc c'est pas juste qu'ils vont parler d'addiction, c'est que vraiment, ils vont aborder l'addiction et la famille, l'addiction et le couple, l'addiction et les enfants, l'addiction et les amis, et la fête, et le travail, et bref, donc j'ai trouvé que c'était super complet et moi j'ai beaucoup aimé parce que ça me parle dès que ce sujet vient sur la table, je me sens concernée, pas de la même manière mais quand même. Donc moi, cette thématique-là, j'ai trouvé qu'elle était très bien. Après, on m'a dit qu'elle était mieux abordée dans Vernon Subutex. Je ne l'ai pas lu, peut-être que si je le fais, j'en dirai des nouvelles. Une thématique qui revient aussi pas mal, c'est celle du Covid et du confinement et des masques et tout machin. Alors j'avoue que ça, pour le coup, ça m'a ennuyée parce que j'imagine que le roman, il a été écrit à ce moment-là. Et je crois qu'on est tous un peu gavés de cette période et que justement retourner là-dedans et se rappeler de toutes ces contraintes et ces machins, c'est vrai que pour beaucoup de gens, je crois que c'est juste désagréable en fait parce que c'est vrai que c'était relou en fait. Donc voilà, sinon il y a d'autres sujets récurrents comme l'amitié, le fait de vieillir, le travail... Plein de choses comme ça, du quotidien. En fait, c'est monsieur et madame tout le monde, sans que ce soit vraiment monsieur et madame tout le monde, parce que, ils ont tous leur petite notoriété, même Zoé Katana, qui est censée être un personnage secondaire, mais qui prend beaucoup de place dans le récit, parce que Oscar et Rebecca parlent énormément de Zoé. Et pourquoi ils parlent de Zoé? Tout simplement parce que, très vite, dès le début du roman, Oscar va se plaindre à Rebecca de ce qui lui arrive. En gros, on rentre dans la tête du mec qui a été dénoncé et qui est, dans un premier temps, forcément de mauvaise foi, qui n'assume pas ce qu'il a fait, qui minimise les gestes, les conséquences, qui comprend pas pourquoi Zoé agit comme ça, qui est donc dans une logique de défense et de riposte, en fait. Donc, au début, Oscar, si t'es un petit peu féministe quand même, il est censé te sortir par le nez parce que quoi? Dime.
Je disais donc, pour peu que tu sois un petit peu féministe, a priori, Oscar est censé te foutre la haine parce que c'est vraiment genre que de la mauvaise foi, c'est très très chiant. Et c'est vraiment le discours masculiniste de base en mode gna gna gna, les gonzesses qui dramatisent tout, gna gna gna, vous gâchez la vie des hommes, gna gna gna, vous êtes des menteuses, gna 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 gna. Bref, j'ai beaucoup aimé la façon dont Rebecca répondait au début, même si elle n'était pas du tout empathique envers Oscar et que personnellement, moi, Carolina Gonzalez, je suis quelqu'un d'excessivement complaisant dans la vie de tous les jours. J'essaye toujours de dorloter l'ego de la personne en face de moi, de faire attention qu'elle prenne pas mal les choses, de machin. Même quand c'est une personne qui s'est comportée comme de la merde, c'est vrai que j'ai spontanément cette envie d'être très empathique et douce pour un maximum de pédagogie et de compréhension. Et du coup, même si c'est pas du tout mon approche, ça me fait toujours du bien de voir des gens répondre d'une manière qui est à des années-lumière de la mienne, où vraiment elle en a mais rien à foutre de lui dorloter l'ego et d'essayer de le rassurer ou de le faire se sentir mieux. Et c'est justement, je trouve, un truc qu'on aime bien chez Despentes à la base, même il y a 20 ans. Surtout il y a 20 ans, ce côté vraiment genre, mais je m'en contrefous de ce que tu ressens, genre les choses sont comme ça et tu peux aller manger ta grand-mère. Et je pense que du coup, au début du roman, les personnes qui venaient chercher justement cette fibre de Despentes qui est celle du fait de pas s'excuser d'être là, et d'être mordante et tout, bah je peux comprendre que du coup on se dise yes, trop bien, je vais me prendre encore gifle sur gifle dans cet ouvrage comme pour les autres, alors que finalement ben les deux personnages, plutôt que de se rentrer dedans et d'avoir un genre de guerre, et ben ils vont plutôt se lier d'amitié, se comprendre, se confier des choses, et en fait finalement bah Rebecca elle passe de lui parler comme une merde et de lui dire d'aller se faire foutre à quelqu'un qui essaye de l'aider péniblement dans son parcours, de le rassurer. Et je pense que c'est ça qui a gêné beaucoup de personnes. J'ai regardé la vidéo de Laetitia, celle-ci, Le corps, la maison, l'esprit, que tu connais, j'imagine, parce que ça fait des années que Laetitia poste des vidéos tous les jours, et d'ailleurs on en a fait ensemble et tout. J'ai du coup regardé ce matin son retour, et elle a dit quelque chose que beaucoup de mes abonnés m'ont dit sur Instagram. Qu'en gros, voilà, elles étaient un peu sur leur faim, qu'elles se sont senties un peu trahies parce que justement, elles pensaient partir à la guerre et finalement, on est en train de leur donner des leçons de complaisance et de pardon et tout. Et c'est vrai que quand tu lis Despentes, tu peux te dire genre, mais qu'est-ce qui t'arrive, frère? Mais tu sais que jusqu'à aujourd'hui, je sais pas si je l'ai aimé ou pas. Je me suis trop sentie trahie en fait. Et d'un autre côté, je me suis dit, si ça se trouve, la meuf, elle est dans le futur en vrai. Mais je sais pas, moi je suis hyper misandre dans ma vie en ce moment. Du coup, c'était un peu dur de le lire. Mais peut-être que je vais évoluer si ça se trouve, tu vois, je le relis dans 5 ans et je me dis bon ça va. Mais là je suis vraiment dans ma période misandre, je supporte vraiment pas les hommes, mais vraiment pas. Le seul que je supporte c'est Landreau parce qu'il est absolument génial. Mais les autres hommes, non, je peux pas du tout. D'ailleurs je pense que je vais me faire tatouer misandre avec des petits cœurs, tu sais, pour pas trop froisser leurs âmes sensibles et pour me foutre de leur gueule quand ils parleront de mon tatouage. Je pense que je vais me faire tatouer misandre dans pas très longtemps. Donc ouais, je me suis sentie un peu trahie. Cet audio il tombe à pic parce que pour les personnes qui savent pas, Laetitia et moi, de base, on s'est rencontrés grâce à YouTube il y a beaucoup de temps, je pense que c'était à 7 ans, grâce à nos vidéos, et quand on s'est rencontrés, elle était archi pas dans les bails féministes, genre c'était pas quelque chose qui l'intéressait, et même je crois qu'au début elle avait un peu un rejet de ça, elle en a parlé dans certaines de ses vidéos d'ailleurs. Et moi, ben, je commençais gentiment à me politiser grâce à Internet. Je l'ai dit dans tellement de mes vidéos, mais moi, quand je suis arrivée sur YouTube, j'étais pas du tout politisée. Je me suis formée que grâce aux réseaux sociaux et à ma présence sur Internet. Et c'est comme ça, en gros, que j'ai commencé progressivement à apprendre des choses là-dessus, à vouloir les transmettre et tout, d'une manière très spécifique. Je pense que pour l'écrasante majorité des gens, quand on commence à se poser des questions sur l'état du monde et qu'on commence à avoir un éveil, entre guillemets, révolutionnaire ou en tout cas politique, je pense qu'il est normal et humain que pour la plupart d'entre nous, la première réaction, ce soit d'être dans la lutte et le combat constant. Forcément, quand on commence à détecter le problème qu'on ne voyait pas avant, mais quand on commence à voir ce problème dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on a tendance du coup à vouloir réagir à tout, et à vouloir tout régler, et à vouloir donner son avis sur tout, etc. Alors je dis pas que c'est ce que Laetitia fait maintenant, je dis juste que pour la plupart d'entre nous, quand on commence vraiment à se politiser et à mettre la tête dans ces sujets, c'est vrai que tout tourne autour de ça. C'est comme si on mettait des lunettes qu'on n'arrivait plus à enlever, et du coup on voit ça partout. On est incapable de faire abstraction de micro-agressions, de violences ordinaires, etc. Donc bref, c'est vraiment, ça prend toute ton énergie, tu y penses tout le temps, tu vois ça partout, tu vois ça chez tes proches, tu vois ça dans ta famille, tu vois ça en toi, enfin bref, ça rend presque obsessionnel, mais c'est vrai que je pense que c'est normal, voilà, d'avoir un peu ce truc au départ où on est vraiment dans le fait de ne rien laisser passer.
Alors, je suis pas là pour dire où en est Laetitia dans sa pensée politique et tout, mais je sais en tout cas qu'elle a commencé à s'intéresser vraiment au féminisme quand elle est arrivée au Brésil il y a quelques années. Et que du coup, forcément, la prise de conscience que moi j'ai eue au tout début de ma chaîne YouTube, ben elle l'a eu des années plus tard. Je suis pas du tout en train de dire que c'est juste, que c'est faux, que c'est bien, c'est pas bien. Non, c'est juste un fait. Et elle me l'a dit elle-même, elle m'a dit ouais mais tu sais, moi à l'époque, quand tu me parlais de tes trucs, je te trouvais un peu extrême. Et maintenant en fait je comprends grave et tout. Donc en fait c'est juste factuel. Tout ça pour dire que tu vois là par exemple dans son audio quand elle dit qu'elle est ultra misandre, qu'elle a envie carrément de se le tatouer, qu'elle veut pas du tout de présence masculine dans sa vie, qu'elle les supporte pas, etc. Genre je comprends mais 10 000 fois. Et c'est pour ça que dans sa vidéo réaction, j'arrive à capter pourquoi elle est déçue, pourquoi elle est trahie, et pourquoi dans mes abonnés il y en a plein qui sont là en mode mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc tiède et mou? Ça ne va pas. Parce qu'effectivement, si j'avais lu Cher Connard à ce moment-là de ma vie, c'est-à-dire au moment où vraiment j'ai commencé à réaliser, et pas juste commencer, hein, ça a duré quelques années quand même, mais voilà, dans ces années-là où vraiment j'étais dans un truc très actif, très brûlant, très machin, c'est vrai que je pense que j'aurais été frustrée de la même manière. Il s'avère que, en ce qui me concerne, ça fait un certain temps que j'appréhende pas du tout la question de la même manière. Je me suis beaucoup intéressée à... Alors, j'ai peur de tout confondre, je suis désolée si je commence à partir dans tous les sens comme d'habitude, mais en gros, pendant 6 mois, j'ai eu un cours à l'université qui parlait de la prison et de la carcéralité en général. Et du coup, pendant ces 6 mois, on a bouffé de la théorie sociologique anticarcérale en long, en large et en travers. Comment te dire que je suis complètement convaincue par le fait que les prisons et la police sont vraiment pas du tout nécessaires dans notre société et même au contraire sont nocives, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Mais forcément quand t'as ce genre de réflexion sur la prison, la police, ce genre de truc, la punition, le fait d'exclure des gens, le fait de les faire payer, etc., forcément tu remets en question ton militantisme. Parce que dans le militantisme, en tout cas celui que nous connaissons ici sur Twitter, les réseaux sociaux, les médias, tout ça. Cette manière-là de percevoir les choses, c'est vrai que elle remet pas spécialement en question l'idée de punir. Justement, on veut se venger, on veut punir, on veut vous faire payer, on en a rien à foutre de votre sort après, vous pouvez crever la bouche ouverte et c'est tant mieux pour nous. Et ça peut aller très très loin parce qu'il y a des personnes pour qui carrément le monde idéal serait un monde dans lequel il y aurait plus d'hommes sur Terre. Et je sais qu'il y a beaucoup de féministes qui me regardent pour qui c'est un monde idéal et je vous comprends. Et je suis avec vous, mais c'est pas le monde que moi je veux. Quand je dis que je suis avec vous, c'est dans le sens où j'arrive vraiment à comprendre quel est le chemin de pensée et les émotions et tout ce qui se passe pour qu'on en arrive à un tel point dans sa vie, c'est-à-dire rêver d'une planète où une partie entière de la population n'existe pas. Je peux le comprendre. De la même manière que je peux comprendre qu'une personne noire antiraciste, à un moment donné dans sa vie, rêve d'un monde où il n'y a pas de blancs. De la même manière qu'une personne homosexuelle qui lutte pour les droits des LGBT, à un moment aimerait que ça n'existe plus, les hétéros, etc. Donc en fait, vraiment, du profond de mon cœur, je peux comprendre pourquoi on en arrive là. Je l'ai voulu aussi très très longtemps. Mais c'est vrai que pour ma part, j'ai été rattrapée par un optimisme naturel, peut-être, qu'il y a chez moi, parce que je suis très bisounoursique à la base. Je suis quelqu'un qui est très dans le aimons-nous tous, arrêtons d'être méchants les uns avec les autres et venez, on crée une société parfaite. Bref, donc c'est vrai que de base je suis un peu idéaliste comme ça et tout, et c'est notamment grâce à ce cours sur les prisons que vraiment j'ai remis en question ma manière de communiquer là-dessus, et même juste ce que je pense en fait de base. C'est vrai que maintenant, contrairement à avant, j'essaye de me dire comment on fait pour cohabiter, pour coexister, pour se connecter, pour essayer d'aller après la lutte en fait, parce qu'il y a le moment où, ok, on réalise que le monde est injuste, que nous on est victime de cette injustice, on est dans la dénonciation constante, on a envie de tout brûler, et c'est normal, et c'est bien, et je t'encourage à avoir cette période-là, parce que je pense qu'elle est hyper importante, et je pense qu'en fait, il faut qu'elle reste chez certaines personnes, mais je m'expliquerai plus tard. Il y a donc le moment où tu dénonces, et ça peut durer très 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 longtemps, sauf que ce combat-là, à la base, il est mené pour qu'ensuite la situation soit meilleure, n'est-ce pas? Le lien avec ces histoires de prison, c'est que il y a quelqu'un qui fait un truc mal, la victime s'en rend compte, la victime le dénonce, la victime veut qu'il y ait punition, réparation, ce que tu veux, peu importe, et a priori, la victime en a un peu rien à foutre de ce que va devenir son agresseur. En tout cas, dans beaucoup de situations, les gens, et je peux le comprendre, ne veulent pas savoir ce que deviennent les personnes qui leur font du mal. Sauf que cette personne, une fois incarcérée, elle va continuer d'exister, elle va continuer de vivre, et si on part du principe que
la prison à perpétuité ou la peine de mort ne sont pas une solution, il va bien falloir qu'on s'accommode de la réalité qui est celle dans laquelle existent du coup des gens qui font ce genre de choses. Comment on fait donc pour s'accommoder de cette réalité? Eh ben, il faut accepter qu'à un moment donné, une communication doit être faite, qu'à un moment donné, il va falloir essayer de se comprendre mutuellement, même si effectivement la charge mentale de devoir comprendre l'autre et de devoir mettre ses émotions de côté pour pouvoir accueillir ce que l'autre personne vit et tout, c'est un truc qui repose majoritairement sur les femmes. Effectivement, c'est toujours à nous, encore une fois, de faire preuve d'empathie, de compréhension et d'être là pour le soin et la réparation, etc. Donc je sais. Mais honnêtement, à moins que tu aies une autre idée, moi je vois pas d'autre solution que parmi nous, c'est-à-dire les féministes en l'occurrence, il y a une partie de gens qui se chargent de ça. Je dis pas que tout le monde, à un moment donné, doit passer le stade de la révolte et de la rébellion constante et continue. Je pense qu'en fait c'est précieux qu'il existe ces personnes-là. Quand je regarde le groupe féministe, déjà moi je ne vois pas un bloc homogène de personnes qui ont les mêmes aptitudes, les mêmes pensées, les mêmes objectifs, les mêmes méthodes. Je vois juste un objectif commun et plein d'options et de possibilités pour arriver à cet objectif. Et à mon avis, pour l'atteindre, même si on sera sûrement morte avant qu'il soit atteint, et je sais qu'il y a des gens pour qui il sera jamais atteint, mais pour l'atteindre, je pense que dans ce grand groupe de personnes qui se revendiquent féministes, il faut un peu de tout. Il faut des personnes qui en ont rien à foutre du dialogue et de la compréhension et de l'entente et qui vont être dans le combat, dans la lutte, dans la violence. Il faut des personnes qui vont faire le pont, qui vont essayer de faire des médiations, etc. Il faut des personnes qui soient en ligne, des personnes qui soient sur le terrain. Il faut des personnes plus jeunes, moins jeunes, issues de différentes classes, etc. Et en fait... c'est pour ça que j'ai du mal avec juste un discours misandre qui se veut style Solanas par exemple. Pour les personnes qui ne savent pas de quoi je parle, je fais référence au manifeste Scum Manifesto de Valérie Solanas. J'ai lu une page et j'ai arrêté parce qu'en fait moi c'est typiquement le genre de... Non, pour moi c'est pas possible. Donc disons que ma vision maintenant, elle a juste intégré d'autres éléments dans le féminisme, tu vois, où j'ai pris des enjeux de classe, des enjeux d'identité sexuelle, des enjeux de race aussi. Enfin, c'est pas pour dire faut être juste intersectionnel et c'est super. Non, c'est pas juste de la théorie intersectionnelle, c'est vraiment essayer de comprendre en quoi, dans un mouvement comme un mouvement féministe, c'est important, c'est nécessaire à mon avis et c'est positif qu'il y ait justement ce mix de profils et de rêves et d'aspirations différentes. Tout ça pour dire que ma vision du féminisme a beaucoup changé dernièrement, grâce notamment à ce cours, et que aujourd'hui, je pense que je suis plus au clair sur ma posture, en tout cas celle que j'ai envie d'occuper. Et je pense que en fait, c'est carrément dans mon ADN d'être dans la pédagogie, dans essayer de créer des ponts, de créer des liens, de rendre les choses digestes et tout. Et donc, à titre personnel, moi, ça me dérange plus de faire ce travail-là, quoi. Parce que oui, c'est un travail d'être dans la pédagogie, d'éduquer les gens, d'essayer de travailler sa communication, sa manière de transmettre les idées, etc. Enfin, genre, c'est pas une tâche facile. Mais c'est pour ça que moi, en lisant ce bouquin, disons que j'étais plutôt rassurée et pas déçue ou trahie, tout simplement parce qu'en fait, moi, j'en suis à un point dans ma vie et dans mon féminisme où, en fait, j'en ai marre de me battre. Et je dis pas ça dans le sens que je vais plus militer, je vais plus faire des actions, je vais plus participer à des trucs concrets ou quoi, ou je vais plus en parler. Je dis pas ça, je dis juste qu'en fait, maintenant, j'ai envie de pouvoir transmettre mes idées sans être dans la confrontation. Et des fois, j'ai envie, il y a des moments où je pense que ça peut être nécessaire, où ça peut être... approprié, mais en fait je suis dans un mood là en ce moment, depuis un certain temps d'ailleurs, où non, j'ai la flemme. Du coup c'est vrai que je peux me montrer un peu plus laxiste ou un peu moins intransigeante sur ce à quoi je réagissais par le passé. Mais en fait c'est juste que j'ai remarqué que j'ai perdu une énergie monstrueuse et une si grande partie de ma santé mentale à pédaler dans la semoule, à me mettre à crier contre des montagnes de merde misogyne que je me suis reçue sur internet et être là en mode non mais si mais machin, à m'exposer, à m'en prendre plein la gueule, à faire des reportages sur du cyberharcèlement, à me retrouver être confrontée à des gens qui m'ont traîné dans la boue virtuelle devant des milliers de masculinistes et tout. Enfin, et tout ça je crois que ça traumatise honnêtement et qu'au bout d'un moment t'as donné en fait.
Et plus que comme un chemin linéaire avec des stades, début, milieu, après, machin, plus que ça, moi je vois ça plutôt comme des périodes et comme des cycles. Je pense que parfois on est dans le cycle justement du combat, de la lutte, de la résistance, de la confrontation, et parfois on n'a pas le choix. Rappelons qu'il y a des gens, en fait, ils ont juste pas le choix d'être dans cette combativité de tous les jours. Je pense notamment aux femmes qui vivent des violences conjugales, aux femmes qui vivent du harcèlement au travail, aux femmes qui se font exploiter de quelconque manière que ce soit, mais juste à celles qui vivent du danger au quotidien et qui risquent littéralement leur vie, en fait, du fait qu'elles sont des femmes. Mais du coup, hormis ces situations dans lesquelles t'as juste pas le choix, parce que c'est une question de survie, hormis ces situations, je pense que c'est une question vraiment de cycle. Et moi, là, je suis rentrée dans un cycle où j'essaye voilà, de faire autrement. Et la lecture de Cher Connard ne m'a pas déçue, justement parce que je me rapproche plutôt de cette manière de faire, c'est-à-dire essayer de communiquer, de comprendre, d'être dans une forme de compassion, quand bien même je pense qu'elle est injuste. Parce que le jour où on verra autant d'hommes faire ce travail-là, je serai satisfaite, mais c'est pas le cas. Dans mes retours sur Instagram, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc que j'ai trouvé très juste, qui m'a dit c'est la différence entre avoir une posture féministe et un projet féministe. C'est-à-dire que quand tu as une posture féministe, t'es dans un statut, dans ta vie, où tu te revendiques une forme d'identité, parce que ça fait partie de ton identité d'être féministe. Et donc là, paf, c'est ta posture, et donc tu vas réagir au quotidien, aux éléments de la vie, en fonction de ta posture. En tant que féministe, je réagis à ça comme ça. En tant que féministe, je reçois cette information comme ça. Donc ça, c'est la posture. Et sinon, il y a le projet qui est du coup de réfléchir justement à qu'est-ce qu'on va faire après. Parce qu'on a un espoir, parce qu'on espère bien qu'on lutte pour quelque chose derrière. Et ce quelque chose derrière, c'est un projet qui doit être pensé en incluant l'existence des hommes, en fait, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, à moins qu'on crée une autre planète et qu'on les fout tous là-bas, ou qu'on les enferme tous dans des prisons, ou qu'on les tue tous, on est obligé de cohabiter. Donc, il va falloir qu'on trouve un moyen de cohabiter, et donc de penser à ces projets-là, qui ne peuvent se faire que dans l'échange, la connexion avec autrui, saine. Et vraiment tout ça, je le développe beaucoup mieux dans la vidéo S'indigner et après, où vraiment j'explique en fait, c'est bien beau de gueuler, mais en fait il faut qu'il y ait une utilité à tout ça, sinon c'est juste de la souffrance. Oui, ça fait du mal d'être constamment dans la réaction, dans la dénonciation, dans la colère, etc. J'en sais quelque chose, c'est vraiment genre l'histoire de ma vie. Une des toutes premières vidéos de ma playlist santé mentale, ça parlait que de la colère en fait, genre c'est vraiment l'émotion par excellence que j'ai le plus de mal à gérer dans ma vie. Donc je sais de quoi je parle quand je dis que ressentir trop de colère tous les jours, même si c'est de la colère légitime, même si c'est de la colère révolutionnaire, ça abîme le corps, ça abîme la tête, ça abîme le cœur. Pourquoi ça l'abîme? Parce que cette colère, si derrière elle n'a pas d'utilité et il n'y a pas une récompense pour contrer les effets néfastes de la colère, elle va juste nous détériorer sur le long terme, nous rendre aigris, nous isoler et alimenter le fait qu'il y a des guerres intracommunautaires absolument absurdes parfois où t'es là genre mais c'est quoi ça? Genre, on est vraiment en train de s'entretuer pour des détails aussi précis que de savoir si machin a le droit de dire que... Non. Enfin bref, tu connais là les débats d'internet. Donc voilà, tout ça pour dire que je veux croire à un après, je veux croire au fait que ma colère à un moment donné, elle doit être utile et elle doit être récompensée, et elle sera récompensée que si on a un vrai projet de cohabitation, de faire quelque chose en fait. Parce que si moi, la version qu'on me donne du féminisme, c'est « meuf, laisse tomber, on va jamais dépasser le patriarcat, ça ne sert à rien et de toute façon la seule chose à faire c'est de lutter et de se protéger », et en fait à quoi bon être féministe tout court? Parce qu'en fait c'est juste déprimant, ça donne un aspect fatal à la vie. Et moi je crois foncièrement au fait que toutes les luttes qu'on mène, que ce soit LGBT, antiraciste, féministe, tout ce que tu veux, ces luttes-là aspirent à un monde meilleur. Genre le but c'est quand même que nos prochaines générations, elles vivent une situation meilleure que celle que nous on a vécue. Et que nos parents ont vécu aussi, et précédemment, etc. Donc en fait, si on ne croit pas en ce monde d'après, et en ce moment où à un moment donné, il va falloir qu'on se connecte, je sais pas, qu'est-ce qui nous anime en fait? Moi, je trouve ça complètement déprimant. Moi, personnellement, ça me déprime complètement, et c'est vraiment l'idée que ça va permettre à solutionner certaines choses, et que ça va permettre d'améliorer les choses. C'est vraiment ça, moi, qui me permet de me dire, ok, continue, vas-y, remets de l'énergie là-dedans, continue de transmettre tes idées, réfléchis à des nouveaux concepts pour nanana. Cependant, je dis ça, mais ça veut pas dire que tout d'un coup, j'ai oublié qu'est-ce que c'était la violence misogyne au quotidien, que j'ai oublié ce que fait la société aux femmes, etc. Ça me met toujours autant en colère, ça me fait toujours autant pleurer, et j'ai toujours autant la rage en fait quand je vois des choses qui se passent autour du monde absolument aberrantes. Et je dis autour du monde, mais en fait là en bas de chez moi, je dis juste en général quoi, ce que tu vois passer sur les réseaux et tout, dans le journal, bref.
Donc oui, je suis toujours autant sensible à ces choses, mais juste la manière de lutter contre ça, je pense que moi, il faut que je la réadapte et qu'on est beaucoup en fait à devoir réfléchir à comment réadapter ça dans nos vies pour pas que ça nous bouffe et que ça nous bousille. J'ai trouvé que le personnage de Zoé Katana, du coup, qui lui est complètement dans cette résistance-là que je décris, c'est-à-dire elle est en train de vivre le shitstorm de son call-out, elle est en train de vivre toutes les retombées en fait que une dénonciation publique implique, et donc elle est vraiment dans ce truc de colère, d'injustice, de résistance, de rejet. Elle veut pas pardonner à son agresseur. À un moment elle le croise, elle lui crache au visage, et je trouve ça très très bien. Elle est dans voilà, une indignation et une revendication qui sont légitimes en fait et qu'on peut comprendre. Et à un moment dans le bouquin elle dit j'en ai ras le cul que quand je vais chez le psychiatre pour parler de ma situation, parce qu'elle a été carrément hospitalisée sous médicaments à cause du cyberharcèlement qu'elle a vécu suite à sa dénonciation. Elle est donc chez son psychiatre et elle dit « mais j'en ai ras le cul qu'on me dise qu'en gros la solution ce serait de moins être sur les réseaux, de moins ouvrir ma gueule et de moins ci et de moins ça, comme si la solution c'était pas juste que la société soit moins misogyne en fait et prenne plus au sérieux les violences faites aux femmes ». Et oui, elle a raison, et du coup je pense que c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est important que des gens soient dans cette énergie-là, je pense. En lisant vos retours, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens pour qui le côté littéraire était important, parce que visiblement vous lisez les livres pour l'écriture, ce qui est assez logique. Alors pas moi, j'avoue que je suis pas très sensible moi à l'art d'écrire et puis au fait de lire des belles choses. Ça m'intéresse pas, j'avoue que moi mon truc c'est de lire du contenu sociologique un peu chiant pour en faire des vidéos derrière. Et c'est pour ça d'ailleurs que je lis quasiment jamais de romans, mais c'est vrai que même quand je lis des romans, je fais pas trop attention à la plume. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont été un peu déçus de ça, qui disaient que c'était un peu chiant à lire et tout. Là, il y a d'autres gens qui disent que ça fait un peu boomer, un peu not all men, etc. Et sinon, pour les retours positifs, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont kiffé le côté épistolaire. C'est vrai, ça donne un peu l'impression qu'on est une petite souris qui assiste à l'intimité des autres. C'est un peu voyeur quand même, hein, mais bon. Sinon, là, je vois quelqu'un qui a dit intéressant à lire, mais d'un point de vue politique, c'est 8 sur 20. Et ça m'a fait rire de voir ça, parce que je peux comprendre pourquoi la personne dit ça. Effectivement, si t'as envie de comprendre les jalons du féminisme, essayer de te renseigner sur tout ce qui peut exister dans ce courant-là, c'est pas en lisant Cher Connard que tu vas trouver quoi que ce soit. Par contre, si tu lis d'autres livres de Despentes, peut-être que là, tu vas apprendre plus de choses. Et pas seulement ses livres, ses essais, l'écouter dans ses interviews, etc. Genre, c'est super intéressant. Mais je pense que Cher Connard, c'est soit bien accueilli par justement des gens pas trop politisés qui en ont marre des wokistes, et qui ont besoin d'être un peu rassurés, ou des gens comme moi justement pour qui ça représente juste une étape différente de son militantisme. Et comme je l'ai dit vraiment, j'insiste, pour moi c'est un cycle. Je sais qu'il y a un moment dans ma vie, ou plusieurs, où je vais revenir dans le stade de la réaction, dans la lutte, l'indignation et tout, mais juste peut-être pas avec les mêmes méthodes que j'ai utilisées jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur Internet, j'y vois moins d'intérêt. Je trouve que dans la vie, dans la vraie vie et tout, ça a plus de sens et ça a plus de résultats, en fait, d'être dans la confrontation. Mais voilà, tout ça évolue, nous grandissons ensemble. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir les personnes qui ont, grâce à ma chaîne, commencé à se poser des questions sur ces thématiques-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'est grâce à mes vidéos où je parlais de plus porter de soutif ou que je m'épilais pas ou ce genre de choses qu'elles ont commencé à se poser des questions sur ces enjeux-là, et du coup ça me touche de savoir que pour beaucoup de personnes, et c'est pas pour me lancer des fleurs, c'est juste que quand même on est un certain nombre de personnes sur cette chaîne, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'ont dit, qui m'ont dit ouais, je suis devenue féministe grâce à toi, en regardant tes vidéos, en regardant ta semaine antisexiste, etc. Et donc voilà, j'aimerais bien que tu me dises toi, est-ce que tu vois justement des cycles dans lesquels tu es actuellement ? Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord ? Évidemment, dans la bienveillance et le respect, comme d'habitude. Je suis trop contente d'avoir pu faire cette vidéo. Ça faisait tellement longtemps. Je me rends compte, j'aime trop lire, j'aime trop partager ça. Donc vraiment, j'ai trop hâte. Là, le prochain bouquin que j'ai envie de vulgariser, qui va peut-être du coup dans le sens de Cher Connard, c'est Le conflit n'est pas une agression de Sarah Schulman. Pareil, un peu mitigée sur ce bouquin, j'en parlerai dans cette revue. Et après, voilà, j'en ferai d'autres. En tout cas, là, je suis relancée dans mes petites habitudes et ça me fait plaisir. D'ailleurs, pour ça, merci à Nextory qui m'a donné un coup de pouce pour le faire. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir. Et voilà, avant de finir cette vidéo, je voulais juste faire un petit point sur ma mini-série concernant les violences intrafamiliales faites aux enfants. Si jamais elle n'est pas terminée, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, mais je pense qu'on va respirer un petit peu quand même. Il y a des gens là qui m'ont dit gros, je regarde pas tes vidéos là, les dernières, parce que c'est trop dur, ça me trigger trop. Donc
on va reprendre un rythme de vidéo où je vais raconter un peu tout et n'importe quoi, mais cette série va continuer. Si jamais tu as envie de participer à une de ces vidéos pour parler d'un aspect spécifique que moi je n'aurais pas vécu et qui pourrait être intéressant à partager, bah, n'hésite pas à m'écrire là dans les commentaires ou m'envoyer un message sur Instagram. D'ailleurs, dans une de ces vidéos, potentiellement, j'ai bien dit potentiellement, je vais faire intervenir ma mère. Donc s'il y a des gens qui ont des questions pour ma maman, ben, vous pouvez me les poser sur Instagram aussi et je les prendrai en compte. C'est pas sûr qu'on va faire ça, c'est une idée que j'ai balancée comme ça et elle est plus ou moins d'accord. Mais voilà, why not. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle et d'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort. Bisous!